Bien, bon début de semaine pour tous les auditeurs, les téléspectateurs du ZCL News. Ils sont à la radio, ils sont à la télé, ils sont à Canal 10, ils sont en Guadeloupe, ils sont en France. Et tous ceux qui nous regardent, merci d'être avec nous aussi souvent, aussi régulièrement. Nous savons maintenant que c'est votre émission préférée à cette tranche-là. Aujourd'hui, dans un instant, nous allons recevoir Catherine Concon. Alors, Catherine Concon, c'est la sénatrice martiniquaise. Elle vient de monter un parti qui s'appelle Ensemble. On va discuter avec elle, on va échanger, savoir un petit peu son projet, comment elle fonctionne dans la nouvelle CTM qui s'est installée il y a de cela une semaine. Sinon, Brigitte Zabarel, c'est une artiste guadeloupéenne de qualité. Elle sera avec nous, on la connaît bien à Canal, et elle viendra présenter son nouvel album et la tournée qui est avec. Mina Yankamala, elle est psychologue et elle doit faire une conférence importante sur la Ayurveda. Sera aussi avec nous. On va recevoir Richard Treff. Richard Treff, c'est le monsieur qui a inventé les lunettes Bellatrix. Vous savez que Spike lui porte des lunettes Bellatrix, donc il parlera avec nous de ses inventions. Et puis Jean-Luc Duvial, comme chaque lundi, parlera dans les Damisso, mais cette fois un focus sur ce qui s'est passé en Haïti. Il semblerait que c'était déjà prévisible. Et Jean-Luc, bien, il va nous en parler. Restez avec nous. L'actualité, très rapidement, je vous la décline. Bien, nous aurons bien évidemment à parler de tourisme industriel, de la fête de la mer, de l'édition de Cléopatra sur un concours de coiffure. Et puis, on fera un petit tour du côté de Marie-Galante sur la fin de la récolte sucrière. Voilà ce qui fait le sommaire du ZCL News. Encore une fois, merci. Bon appétit si vous êtes à table. En France, à 18h30, c'est pas encore l'heure du dîner, mais je sais que vous êtes avec nous. Nous sommes avec Madame Catherine Concon. Elle est en direct dans le ZCL. Catherine Concon, bonjour. Allô? Oui, bonjour Catherine Concon. Oui, bonjour. Bonjour Canal 10. Merci Pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions d'être avec nous. Merci d'être avec nous pour cette première émission en direct. J'ai envie de vous poser une petite question toute simple. Comment vous avez vécu les dernières élections territoriales? Très très bien, très très bien. Une nouvelle aventure dans une nouvelle organisation avec des gens totalement différents, une équipe jeune, rafraîchie, avec des gens qui n'ont jamais fait de politique. Donc ça portait un souffle nouveau, voilà. Oui. Et donc, et dans la foulée, vous avez décidé de créer un groupe politique. C'est un groupe politique, c'est un parti, c'est une organisation, c'est une association. Qu'est-ce que c'est Ensemble? C'est un mouvement politique. En fait, on a lancé quelque chose, on a porté une offre politique différente, réfléchie. Et au soir des élections, on a quand même pu se hisser sur le podium. Hein. Nous sommes sortis 3e, après 2 gros partis majeurs en Martinique qui ont maintenant des décennies d'existence. Nous sommes sortis 3e. Oui. Et les gens qui ont voté pour nous, qui nous ont fait confiance, et même les observateurs, de manière générale, nous ont dit qu'il ne faut pas arrêter là. Vous avez porté des propositions extrêmement originales, totalement en phase avec le peuple, très proche des gens, s'inscrivant dans une proximité très modernisée. Donc il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Et puis voilà, donc on s'est réunis, on s'est dit, bon, c'est vrai, s'il y a de la politique, ça ne doit pas s'arrêter qu'aux élections. Oui. C'est aussi travailler à transformer la société, à la métamorphoser, à offrir ce que nous avons de meilleur pour inscrire notre pays sur d'autres trajectoires. Donc, après une petite semaine de réflexion, nous avons décidé de travailler à l'établissement d'un mouvement politique, la Martinique Ensemble. Alors, Catherine Concon, je ne vous cache pas que beaucoup de gens en Guadeloupe et aussi en Martinique se sont étonnés de votre arrivée, enfin votre finale aux élections, puisque vous n'aviez pas encore de parti, vous étiez au PPM autrefois, personne ne vous attendait à cette place aux élections, à la 3e place, devant Nilor. Oui, absolument. Personne ne nous attendait puisqu'on n'avait pas de mouvement, on n'avait pas de parti, on n'avait pas de grosses machines, pas d'énormes budgets. On a fait notre campagne uniquement avec la contribution de nos membres et on a fait une campagne extrêmement dynamique. J'ai voulu que les gens soient dans la proximité la plus totale.
C'est ma manière d'être. Depuis 20 ans que je suis en politique, je m'inscris dans une relation très proche avec les gens, j'auditionne beaucoup de gens, je passe mon temps sur le terrain, à rencontrer les gens, à écouter ce qu'ils disent et puis à construire petit à petit une offre politique qui soit très réaliste, très en phase avec le terrain et à l'attente des gens. Donc on a créé quelque chose de très bien. Alors c'est vrai que je viens d'un gros parti que j'ai quitté il y a un peu plus d'1 an. Oui. Donc on pouvait s'attendre que mon initiative fasse chou blanc, et pourtant, voilà, nous sommes là. On avait une équipe rajeunie, 25% de jeunes qui n'avaient pas 40 ans, Oui. 60% de personnes qui n'avaient aucun mandat électif, mais j'avais souhaité cette manière de faire en disant on peut faire autrement. La politique ne doit pas être simplement l'affaire des appareils, l'affaire des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et beaucoup de longévité en politique, voire à des âges avancés. Il fallait aussi entraîner les citoyens martiniquais à la responsabilité, à s'intéresser à leur pays, parce que ça ne doit pas être l'apanage uniquement d'une partie de la population. Et ça a marché. Bien, alors, Catherine Conconne, quand même, je vais vous poser la question. Il y a quelques années, quelques temps, vous avez quitté le PPM. Personne n'a compris pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous avez claqué la porte? Vous savez, je ne suis pas du genre à laver le linge sale en public. À la télé? C'était le PPM à l'époque parce qu'il y a beaucoup de choses qui me déplaisaient. Oui. Il y avait des petits incidents répétés sur ma personne. J'ai l'impression de gêner, de faire... je sais pas, mais il y a eu trop de petits incidents cumulés qui ont un jour, ça crée un déclic. D'accord. Et ce jour-là, je me suis dit, bon, ça va. Il y a des années que je patiente, il y a des années que j'avale, et là, ça passe plus. Et il y avait une couleuvre de trop. Une couleuvre de trop. Pardon? Il y avait une couleuvre de trop. Oui, il y avait une couleuvre de trop. Voilà. Alors, j'ai été à la fois résistante, patiente et résiliente. Alors, mais ça passe plus. Mais Voilà. Catherine Conconne, est-ce que du fait de vos anciennes appartenances, le fait que Serge Letchimy soit aujourd'hui à la tête de la collectivité, ça va faciliter ou rendre les relations plus compliquées? Vous savez, j'ai fait une campagne la plus apaisée du monde. Je mets au défi, quel que soit le candidat qui était face à moi, de dire que je me suis lancée dans des attaques, dans des bilans, etc. Non, notre campagne était 100% une campagne de proposition. Oui. Je n'ai fait allusion à aucune autre équipe qui était challenger, d'autres challengers dans cette élection. Aucune autre. Oui. Donc c'est pour montrer que l'esprit dans lequel j'ai construit ce programme, j'ai animé cette équipe, que j'ai souhaité cette équipe, et l'adhésion de cette équipe à cette manière de faire a surpassé tout le reste. Il n'y a eu aucun doigt pointé sur quiconque. Ma campagne a été profondément apaisée. Oui. Et chaque fois qu'on se présentait, chaque fois qu'on prenait la parole, chaque fois qu'on écrivait quelque chose, c'était pour faire montre de notre proposition et de cette offre politique différente que nous voulions amener à la Martinique. Ça s'est arrêté là. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec mes anciens challengers, y compris ceux qui ont remporté l'élection, je n'ai pas de problème de quotidien. Bien au contraire, nous avons été opposés pendant des élections, mais nous avons là une relation adulte, apaisée. Et je n'ai pas de problème de quotidien ni de relation avec Serge Letchimy. Je suis indépendante. Oui. Je n'ai fusionné avec quiconque entre les deux tours, malgré toutes les projections qui se faisaient, toutes les prédictions de toutes les Madame Yoma de la Martinique qui pensaient qu'à un moment donné, j'allais me fondre dans telle liste. Non. Non. On est restés debout, verticaux, avec nos propositions, notre liste, nos colistiers, et on est allé jusqu'au bout. Voilà. Non, je vous pose la question, pourquoi? Non pas dans l'esprit d'une polémique éventuelle, mais parce que la majorité de Serge Letchimy, elle est dans un siège. Vous en avez quelques-uns aussi. Alors, je pose la question, est-ce que pour
entre guillemets, pour le bien de la Martinique, pour l'avancée de votre pays, quelquefois ça arrivera où entre la liste qu'on connaît, les élus qu'on connaît et les élus Letchimy, on pourra arriver quelquefois à un consensus pour faire avancer les choses? Vous savez, j'ai toujours privilégié de faire de la politique de la manière la plus intelligente qui soit. Je ne suis pas dans une démarche de destruction, de rivalité, d'opposition avec qui que ce soit. S'il y a quelque chose de bien qui se fait, qui va dans le sens du peuple que je défends et que surtout je représente, il ne faut jamais oublier ça. On est des représentants du peuple. Un dimanche, le peuple nous a donné une délégation pour le représenter, parler en son nom. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Si je vois que ça, c'est en phase avec ce que je pense de ce que devrait être la société martiniquaise et le peuple martiniquais, je le voterai sans problème. D'accord. Si ce n'est pas le cas, je ne le voterai pas. Voyez, ça, c'est clair. La première plénière où on a donné les délégations de pouvoir au président, j'ai demandé à mon groupe de voter cette disposition, alors que d'autres se sont abstenus. Nous avons voté cette disposition qui nous semble tout à fait normale. L'exécutif doit avoir les moyens de travailler. Alors, je crois comprendre que M. Letchimy, pendant la campagne, a un petit peu mis entre parenthèses la question, qui était une question du PPM, politique de l'avenir de la Martinique, de l'autonomie. Quelle est votre position sur l'évolution statutaire de votre pays? Alors, vous savez, on peut avoir tous les beaux challenges du monde, mais il faut surtout, et c'est le slogan de mon parti, la Martinique ensemble, voir loin et agir maintenant. Il faut aussi pouvoir hiérarchiser ce vers quoi on va. Certainement que l'autonomie doit et peut être une phase importante de l'évolution et de l'émancipation de notre peuple. Mais là, en ce moment, est-ce la priorité? Lorsque vous regardez les différents indicateurs de la Martinique, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a plus de 30% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a des réalités sociales, économiques dans ce pays, je ne crois pas que ce soit là le moment de détourner les gens de ces priorités, de ces urgences pour parler d'autre chose. J'ai érigé le droit au bonheur dans la philosophie de mon mouvement, le droit au bonheur. En disant, moun pas qu'à venir la tête pour nous qu'on fait, pour nous malhérer. Il faut tout faire avec les moyens dont nous disposons pour restituer à ce peuple des outils destinés à lui rendre de la justice sociale. D'accord. C'est important. Personne ne peut être audible à une quelconque modification statutaire et tout de son quotidien si en même temps on ne l'a qu'à prendre fait. Ce n'est pas possible. Nous disposons de certains nombre d'outils, de procédures, de dispositifs, qu'ils soient européens, français ou locaux, pour permettre à cette masse énorme de Martiniquais, plus de 100 000 d'entre eux, de vivre autrement. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais c'est aussi une écoute, c'est aussi une oreille, c'est aussi une manière de rendre la politique qui soit plus proche des gens, qui n'isole pas les gens, qui n'exclut pas les gens. Et ce quotidien, j'ai amené mon équipe à le rencontrer. Parce que moi, je suis née du terrain depuis 21 ans. J'ai été conseillère régionale, j'ai été conseillère générale de canton très, très populaire, très pauvre, où il n'y avait aucune personne riche sur ce canton, aucune personne à l'aise. J'ai été maire adjointe de Fort-de-France, qui est la grosse ville de Martinique, avec tous ces écarts, ces problèmes de solidarité, où il faut jongler en permanence. Moi, je savais que ce pays, il y avait des choses sur lesquelles il fallait se positionner pour rendre aux gens une vie qui soit autre que celle qu'ils ont aujourd'hui. J'ai entraîné mon équipe à le faire. Et je leur ai dit, la seule campagne que je vous demande de faire, c'est une campagne dans la proximité. Oui, le soir, on ira prendre nos micros, parler et tout. Mais je veux que vous connaissiez par cœur la réalité de ce pays. Ouvrez les portes des gens. Allez à leur rencontre. Sonnez, frappez. Vous allez derrière chaque porte découvrir une personne âgée en détresse, quelqu'un d'exclu, un handicapé à qui on ne répond plus, une mère de famille avec plusieurs enfants qui est dans la détresse la plus totale, parce qu'elle attend une réponse, parce qu'elle attend une main tendue. Imprégnez-vous de cette réalité martiniquaise. Et là, on va s'asseoir et on pourra écrire ce que nous devons faire,
ce que nous avons le devoir de faire pour sortir ces gens de cette Catherine, donc, c'est ça que mon équipe a fait. Et à la fin de la campagne, ils m'ont dit merci Catherine. On ne pensait pas que c'était aussi important, on ne pensait pas que c'était aussi accru. Le pays, il y a des urgences à nous et on a compris ton message. Oui, alors Catherine, quand même admettez qu'il y a eu quand même en Martinique comme en Guadeloupe plus de 68% d'abstention. Ça veut dire qu'il y a comme un divorce avec la classe politique. Absolument, un grand divorce et je le déplore énormément. Je l'avais senti venir parce que beaucoup de gens me disaient nous pas qu'à aller voter. Et quand je posais la question, tu qu'à répondre moi, avec parlez-nous, nous pas senti autres, les nous qu'à crier les autres, pas qu'à répondre. C'est ça. Oui. Alors, moi, je le prenais pour moi aussi, même si je fais ma part du travail. Comme je vous l'ai dit, je suis tout le temps sur le terrain, tout le temps de la proximité, tout le temps à l'écoute des gens. Mais il y a un mouvement général dans la population où les gens ne se sentent pas portés, ne comprennent pas, n'ont pas de lisibilité sur les politiques publiques qui sont menées. Et même si ces politiques publiques sont bienfaitrices pour eux, il n'y a pas qu'à sentir. Ça ne se ressent pas. Il y a une grosse pédagogie à établir avec les gens. Eh bien, figurez-vous que là, dès mon retour là, dans une semaine, avec ce mouvement, la première tâche que nous allons nous assigner, c'est de mener une étude sérieuse et profonde sur l'abstention. Nous avons récupéré des photos de listes d'émargement pour essayer d'avoir le profil type du Martiniquais qui ne vote pas. Est-ce plus à la campagne? Est-ce plus à la ville? Est-ce plus des jeunes? Est-ce plus des personnes de certain âge? Allez monter des petits questionnaires, allez au-devant de ces personnes, allez essayer de comprendre pourquoi une telle défiance infligée à la classe politique. On ne peut pas rester sur des victoires, des demi-victoires comme ça, continuer à faire comme si rien ne s'était passé. On ne peut pas être dans le déni. On ne peut pas continuer de mettre la poussière sous le tapis. Il y a une réalité aujourd'hui et qui s'est manifestée de manière importante lors de ce dernier scrutin il y a 15 jours. Il y a un divorce entre la classe politique et les citoyens martiniquais. Oui. Je suppose que cette tendance s'observe également en Guadeloupe. Comment on fait pour rattraper les gens, pour leur dire mais c'est pour vous qu'on travaille. Écoutez-nous aussi. Mais pour ça, il faut changer la relation. Il faut se rapprocher des gens. Lorsque vous avez une population qui vieillit, comme c'est le cas, une population qui diminue, on n'a plus le même profil d'électeurs qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Les gens ne sont plus dans les partis comme avant. Ils ne sont plus dans les organisations politiques comme avant. Comme nous, on a connu, on a pris notre carte très jeune. Une fois qu'on était majeur, on s'inscrivait dans un parti. Les jeunes ne font plus ça comme ça se passait avant. Donc il y a une dialectique à trouver et à se mettre en phase avec les gens. Il m'est arrivé de faire des dizaines de maisons où j'avais des gens qui me disaient qu'ils n'allaient pas voter. Oui. Je prenais une chaise, je m'asseyais devant eux, je dis mais pourquoi tu ne vas pas voter? Expliquez-moi pour tu ne vas pas. Et les gens commençaient à me parler. J'ai pris des tonnes de notes. Et à la fin, ça me prenait du temps, mais je leur expliquais un certain nombre de choses. Et là, ils me répondaient, ouais, moi qu'à aller. Mon compagnon de débat, moi qu'à aller. Donc, ouais. C'est une de bagailles là. On dit en Guadeloupe, il y a des bitins. Il faut les créer. Il faut créer cet espace-là. Il faut créer cet espace-là. Je pense qu'on investit sur des vieux schémas de partis d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Oui. Et peut-être qu'on ne s'est pas assez rendu compte que la société avait changé. Tout à fait. Que le rapport aux politiques avait beaucoup évolué. Il faut rabibocher ça, il faut raccommoder ça. C'est une urgence. Alors, avant-dernière question, Catherine Conconne, la situation sanitaire de la Martinique s'est particulièrement dégradée au point qu'il faut des motifs impérieux maintenant pour aller en Martinique, pour que les Martiniquais viennent en Guadeloupe. Oui. Pourtant, vous avez eu des Cubains, vous avez travaillé avec le sénateur Théophile sur la venue des médecins cubains. Ça n'a servi à rien finalement? Non, pas du tout. Non, on n'a pas travaillé sur la venue des médecins cubains. Il ne faut pas faire de confusion. On a travaillé sur la possibilité qu'avait la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, oui. De recruter des médecins hors Union européenne. Étrangers, voilà, oui. Oui, hors Union européenne. Oui. On avait un peu épuisé tout ce qui se faisait dans l'Union européenne et il fallait aller plus loin. Mais ça, ce n'est pas simplement pour le Covid, hein, c'est à long terme. Oui. Nos hôpitaux souffrent de désert médical. Dans le libéral, c'est pareil. Mais on a commencé par les hôpitaux parce que c'est peut-être plus simple à organiser.
Et nos différentes ARS ont donc écrit des arrêtés en phase avec la réalité pour mettre en œuvre cette loi. Et en Martinique, eh bien, depuis le 1er juillet, un certain nombre de médecins qui sont arrivés. On aura plus de 80 médecins qui vont arriver en Martinique sur des spécialités dans lesquelles on connaît de graves carences. Oui. En ophtalmo, en cardiologie, en hématologie, en néphrologie. Tout ce qui touche au cancer, oncologie et tout, et on a pu recruter, d'après les premières informations qui m'ont été remontées, de bonnes pointures en Afrique du Nord, un peu partout, de bonnes pointures pour venir renforcer le corps médical en clinique et au CHU. Donc ça devrait faire... Le problème, c'est vrai qu'il y a le problème de l'hôpital pour le Covid, parce qu'on n'a pas d'énormes hôpitaux, faut rester réaliste. Et nos lits en réa, par exemple, restent quand même très limités. Lorsque vous avez 20-25 lits en réa, si on lâche la bride et qu'on se retrouve avec 50, 60, 90 personnes à mettre en réa, ça ne va plus là. Donc on est obligé de prendre des mesures pour retenir les choses et éviter que ça ne dérape. Mais lorsque vous avez une population testée avec 100 personnes testées Covid en semaine -1 et que cette semaine on soit passé à 400 personnes, soit une évolution énorme, on est obligé de prendre des mesures. Sans compter que, et je suppose que c'est pareil en Guadeloupe, que la couverture vaccinale est très faible. Très Absolument. faible. On est à peine à 20%. Et on sait bien que les grandes vacances, c'est le moment où tout le monde on fait la fête, il y a des festivals, il y a un tas de trucs qui sont organisés, c'est les retrouvailles en famille. Et là, ça va plus du tout. Alors, ça me rend triste parce que je comptais venir passer 3-4 jours chez vous. Mais justement, j'allais vous poser la question. J'aurais du mal à venir. Oui, c'est ça que j'allais vous poser la question. Quelle est la dernière fois que vous êtes venu en Guadeloupe? Je suis venue en Guadeloupe la dernière fois lors du colloque sur les sargasses. Je crois que c'était en 2019. 2019. Voilà. J'avais passé un très bon moment. J'avais rencontré mes amis hôteliers de Guadeloupe, Patrick Vialcolé, tout. On avait beaucoup parlé économie Guadeloupe et j'avais passé vraiment un très très bon moment sur cette réalité des sargasses que l'on partageait à l'époque avec plusieurs pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Bien, Catherine Conte-Con, on vous remercie et puis on vous attendra un de ces jours là aucun ni temps encore vous passez en Guadeloupe. Voilà. Pas de problème. Merci. Et si j'arrive à venir en Guadeloupe, eh bien, je vais vous avertir. Pas de problème. Nous comptons vous recevoir en direct. Pas de problème. Ok, pas de problème. Merci Catherine. 12h52, nous avons une petite pause publicitaire et nous allons retrouver tout à l'heure avec Brigitte Zabarel, une autre femme encore que des femmes aujourd'hui, mais enfin bon. On ne va pas le regretter. Est-ce que Brigitte est là? Oui, là, donc dans un petit moment. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h02, je vous l'ai dit, elle est là. Elle, c'est Kimoun, c'est Brigitte Zabarel, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. On ne présente pas Brigitte, on revient vers elle dans un instant, le temps d'aller faire un petit tour du côté du tourisme industriel. Il y avait une découverte à Caraïbes Factory et c'est Livan Seprika qui a fait le reportage. On regarde un peu ce que c'est et on revient vers Brigitte dans un instant. C'est la deuxième édition de l'Eductour Pro. Donc c'est un événement qui est orienté pour les professionnels. Donc on invite surtout des directeurs d'industrie qu'on retrouve en Guadeloupe et on leur fait une matinée de présentation de notre entreprise, de notre activité, mais aussi bien sûr la visite du site sur lequel on les accueille aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est à la centrale géothermique de Bouillante. Donc ils sont en train de faire la visite. Ça permet de voir plus que les plages et les rivières. On voit qu'il y a une activité, on s'intéresse à la ressource locale, c'est un vrai intérêt et je pense qu'il y a un public pour ça. Ouais. Ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à notre usine et ils viennent s'instruire surtout parce qu'il y a certains qui disent n'importe quoi de cette centrale, qui disent que c'est une bombe à retardement, c'est des trucs comme ça, mais on leur prouve que c'est un truc qui marche, qui fonctionne et qui produit de l'électricité. Et la puissance que nous produisons, on peut alimenter toute la côte Soulvan avec. Bonjour. Mais comme ce n'est pas nous-mêmes qui gérons la distribution, tout ce qu'on fait, on l'envoie sur le réseau et c'est EDF qui gère, qui l'envoie là où il veut. On n'imagine pas que c'est aussi important, aussi complexe.
c'est très bien expliqué, c'est à la porte de tous, même moi j'ai compris. Et franchement, c'est une belle industrie en Guadeloupe. Alors le tourisme industriel, effectivement, c'est déjà assez connu en Europe et à travers le monde. Donc c'est vraiment le fait d'ouvrir les portes d'une entreprise et de pouvoir valoriser son savoir-faire auprès du public. Et donc Caraïbes Factory, depuis 4 ans, on a fait le choix de s'orienter sur ce secteur d'activité qui n'était pas encore développé dans la Caraïbe. Et aujourd'hui, on peut se considérer comme les pionniers sur ce secteur. Et donc on évolue vraiment, on se situe comme des experts du tourisme industriel en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi dans la Caraïbe en général. Donc notre savoir-faire, c'est de valoriser le savoir-faire des autres. Entre-temps, Mina Yankamala est arrivée. Bonjour. Bonjour. Mina, on ne va pas parler que de l'ouvrage qui est sorti, mais il y a autre chose, il y a une conférence qui est prévue bientôt. Effectivement, il y a une présentation au Congrès international de psychologie. Qui devait se faire très loin d'ici. Voilà, à Prague. Oui. Et donc avec la pandémie, donc ce On va sera prendre autrement. à distance. On en parle dans un instant. Alors, Brigitte Labarelle, j'ai dit qu'on ne vous présente pas parce que tout le monde connaît de vous, hyper reconnu, et donc la chanson est revenue. La chanson est revenue. Ouais. Après combien de temps? En fait, Paradis l'Amour, c'était 2003. Ouais, Entre 2003, il y a 18 ans ouais. déjà. Et entre 2003 et 2021, il y a eu beaucoup de collaborations avec d'autres artistes. Mais le retour sur un titre solo, ben non. Et là... Mais qu'est-ce qui a déclenché ça subitement? Parce qu'on vous a vu quand même sous cette chanson fait avec les mères autistes. Oui, je me souviens plus du titre, mais on vous avait reçu à l'époque avec monsieur Zorobabel et compagnie. Mais qu'est-ce qui a déclenché ce désir de refaire de la chanson? Ben, en fait, je crois que le désir était toujours là. C'était l'organisation en fait qui était un peu compliquée. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, dans toute cette organisation, j'arrive encore à trouver un petit moment pour cette grande passion, la musique, et donc trouver aussi les personnes avec qui j'avais envie de travailler pour cette nouvelle chanson. Et puis j'avais envie de quelque chose de très particulier. Donc j'espère en tout cas qu'à travers ce titre, on retrouve la maturité. Ah oui, il y a une évolution, c'est évident. Entre le moment Brise a commencé et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais alors, les gens qui vous accompagnent, ce sont quand même de bons musiciens. Hein. On peut les citer parce que ça vaut le coup. Donc Jean-Michel Lesdel au piano, Grégory Louis à la batterie, à la basse, Frédéric Caracas, une composition de Fred Dehay, mais qui est aussi à la guitare. C'est un best-of là, c'est vraiment comment on dit, c'est une dream team. C'est surtout des personnes avec qui je collabore, mais très très souvent depuis de très longues années. C'est vrai qu'on a souvent, quand on discute avec d'autres personnes, systématiquement ils vont dire si Zabarel est là, il y aura forcément La Tour, il y aura forcément Caracas, parce que c'est des personnes avec qui j'ai toujours fonctionné. C'est presque d'amis, on va dire musiciens. C'est ça, et puis j'ai ce petit côté très fidèle. C'est vrai que quand je collabore avec des gens, j'aime bien retrouver ces personnes-là. Alors entre-temps, c'est-à-dire entre 2003 et 2011, pratiquement 2021 maintenant, je veux dire, ça a un peu changé, puisque autrefois les disques ils étaient physiques, et aujourd'hui ils le sont moins. Est-ce que c'est gênant pour vous? Très gênant. Très très gênant, je croyais que j'allais m'habituer. Avec de nombreuses personnes, on en a discuté. Et il y a dit, moi, mais Brigitte Saké, il y a habitué. De toute façon, c'est qu'on s'habite là, il y allait. Moi, pas acheter 10 encore, il a fait après ses CD, il n'a pas fait ça encore. C'est mettre ces morceaux-là sur les plateformes, c'est comme ça a fonctionné. Ce qui est vrai. Oui, c'est comme ça a fonctionné, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire un CD quand même. Non, parce que ça très très difficilement moins. Surtout, Danick, autour de moi, j'ai énormément de personnes qui
qui ne sont pas de cette génération où on va télécharger sur une plateforme, voilà, et qui demandent, mais oui, mais... On dit ça, mais nous t'avons dit ça ou là? Et comment, voilà. Ouais. Donc, je pense que même si on va fonctionner comme ça, donc on va retrouver le titre Si ou t'es savent sur les plateformes à partir du 15 juillet, je pense qu'on va quand même... Oui, c'est quelque chose. Oui. Alors, il faut dire que, Brigitte, vous avez fait il y a 2 jours deux concerts, de tours. Le Brigitte Tour a commencé, quoi. Brigitte Zabarel Tour. Alors, il y a quelque chose au Madras Café et récemment encore à la Vieille Tour. Et c'est parti là pour Brigitte Tour. Ça, c'est surtout bien parti. C'est vrai que vendredi, l'Auberge de la Vieille Tour, samedi, le Madras Café, c'était complet. Ça s'est bien passé. C'était un moment fort sympathique. Et là, c'est parti, effectivement. Normalement, les 2 week-ends prochains, direction Marie-Galante. Ensuite, Basse-Terre. Gros de l'eau, Marie-Galante. Grande l'eau. Et puis Basse-Terre aussi, un petit peu, parce que ça me manque beaucoup. Moins qu'il y a Basse-Terre, bien sûr. Non, mais au-delà de ça, ça nous manque que d'être toujours en Grande Terre. On veut aussi aller du côté de Basse-Terre. Donc, ce sera aussi possible à la fin du mois. Et puis, on a aussi un rendez-vous au restaurant Les Gommiers du côté de Pointe-Noire. Donc, on va vraiment faire la Guadeloupe. Mais j'espère bien. Alors, mais Brigitte, je sais que vous êtes une mère généreuse et attentionnée. Vous êtes à RCI, vous êtes à Canal, et vous lancez dans la chanson. Qui sont quoi gérer tout ça? Eh bien, tout se gère. C'est ce que j'ai d'ailleurs pris le temps d'expliquer sur le journal L'Hebdo. Oui, j'ai vu. Il était à la une de Flash Guyane aussi, Flash Guadeloupe, oui. C'était très important pour moi d'expliquer tout ça. Oui, il y a l'animatrice radio-télé, ok, il y a la musique aussi, mais ma priorité, c'est ma famille. C'est la famille. Ça veut dire que tout ça, ça passe après la famille. Après, d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, Danick, d'avoir un concert, de participer à un concert et de ne pas y aller parce que ce jour-là, ce jour-là, la famille avait besoin de moi. Et je n'ai pas hésité une seule seconde. Voilà. Même si je me suis excusée comme il fallait, parce que je comprends bien que quand on se déplace pour un concert, quand on se déplace, c'est signe d'affection, signe de respect, d'amour pour cet artiste-là ou cette personne-là. Donc, on ne se dit pas comme ça, j'y vais pas et puis tant pis. Non, je suis quelqu'un de très respectueuse envers les autres. J'ai su comment il fallait faire pour m'excuser envers ce public-là, mais je n'étais pas présente. Donc, je l'ai toujours dit, la famille reste ma priorité, surtout mon petit garçon. Alors, j'ai eu le bonheur d'écouter, il y a quelques semaines de ça, Si vous te savez, quand ça y est, chanson-là, ça, ces paroles-là, non, expliquez-nous ça. Chantez ça, qui bitait. Si vous te savez que nous toutes qui là, nous toutes nous mené combat en nous. Combat pas même qui t'en moins, mais on y t'a aussi. Alors là, on passe ces potes là ça, on pas envie de raconter autant moins pour mettre encore plus pression si haut, mais envie de faire oui. Envie de demander aux Danick qui j'en ai pour Danick qui linge vers la café au bien. À sortir ti linette vers là, il au top. Ça y est, pas tiens pour voilà. Et parce que finalement, si on peut poter ti branche voilà sans vie, eh ben ça qui a intéressé moi. Mais on pas envie de ramener ti branche plus problème parce que de toute façon ou même on y combat au Kamene. Et nous toutes qui si la terre, nous n'y combat nous Kamene. Et puis si les en cas dit au sakai. Pas mandant en détail. En cas prend en paix, ça bon Dieu ka bail. Voilà. Et si ou pas un monde qui bien, en cas bardo en moins et en cas passer en d'autres chimères. Ça Brigitte, chaque fois qu'on invite un artiste à chanter, on pas passer un clip ni un comment dire, on 10 secondes d'acapella. On 10 secondes. Est-ce que bon, on 10 secondes d'acapella. Alors, 10 secondes, ben parti là ça alors. Les moins qu'a dit ça caille, pas demander moins détail, en cas prend y en paix, ça bon Dieu qu'a bail, ou pas besoin savent tout ça. Ou pas besoin savent tout ça. Si ou pas un monde qui bien, en cas bardo en moins, en cas passer en d'autres chemin.
Si vous te savez ça qui est belle, si vous te savez. Et ça traite dans une belle mélodie, en toute façon, j'ai écouté. Et donc, le 15 sur les réseaux et à partir du mois d'août en physique. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça, c'est le temps qu'il nous faut. Oui. Et donc, on trouvera le titre sur toutes les plateformes, effectivement, à partir du 15 juillet. Oui. Et puis, sinon, le format physique pendant le mois d'août. Et Brigitte en physique aussi, bientôt sous Bastet, au Pointe-Noire, au Marais-Galante, etc. Avec plaisir. Brigitte Zabarel-Tour. Voilà, Brigitte Zabarel-Tour. C'est Laure Zafra qui a trouvé ce nom-là. Ah bon? Je salue Laure. Dis Laure, parce que, je salue Laure qui a fait ça. Non, on va faire le Brigitte Zabarel-Tour. D'accord, Laure. si. Voilà, en tout cas, merci à toute cette petite équipe qui travaille avec moi, parce que c'est pas toujours évident de travailler avec moi. Donc, c'est Mounassa Nion, l'eau, patience, et Yoni en l'eau l'embou. Oui, alors, est-ce qu'en merdant, on pas penser que c'est moi qui en merdant, on peut penser que ces fonctionnements-là, on peut penser fonctionnement-là doit être, si moi-même on peut trouver pas évident, moi-même qui moins qu'à trouver pas évident, on peut imaginer ça doit être yéba les autres, et yo là, yo pas qu'à bigidi, donc on peut dire merci. Alors là, on peut offrir d'ici, tu savent. Oui. Si on te savent, merci encore, Brigitte, d'être venue. On va quitter le domaine de l'artistique, on trouve un domaine plus particulier, beaucoup plus compliqué, la psychologie. Bonjour, Mina. Bonjour, Danick. Bonjour à tous les téléspectateurs et aux auditeurs. Merci d'être venu. Alors, il y a quelques semaines, on a fait une série d'émissions sur un ouvrage qu'on commence à connaître maintenant sur l'Ayurveda. Et l'autre jour, comme ça, je suis tombé sur une information sur l'Ayurveda en Inde. Et tout de suite, je me suis rapproché vers vous, Mina, pour vous demander un petit peu de nous préciser. Alors, en même temps, vous m'appreniez que vous allez faire une conférence. Alors, explication. Oui, effectivement, l'Ayurveda, c'est comme toute discipline médicale, ça reste quelque chose de scientifique, donc de sérieux. Donc, ça s'appuie sur des recherches avec des échantillons de sujets. Et donc justement, j'ai pris en charge avec l'Ayurveda un groupe de 16 hommes. Donc c'était de novembre 2017 à octobre 2018. Et donc tout ce travail s'est fait en partenariat avec l'association Guadeloupe Addiction. D'accord. Voilà. Donc l'idée, comme il s'agit d'un public vulnérables, touchés par des addictions multiples à l'alcool, à la drogue ou à d'autres substances psychoactives. Et même, on a eu des cas d'addiction aux jeux vidéo. Oui. Donc, au jeu de l'auto aussi, il faut dire ça, au jeu d'argent aussi. Oui, il y a des addictions au jeu d'argent. Oui. Donc, comme il s'agit de personnes vulnérables, donc c'était beaucoup plus facile que ce soit le psychologue, donc en l'occurrence moi, qui se déplace au local. Oui. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que l'Ayurveda peut porter aux gens, justement, qui ont des addictions, aux gens qui ont des difficultés, parce que on l'a dit, beaucoup de gens qui sont en situation d'obésité, parce que l'alimentation quelquefois n'est pas toujours bonne, le quotidien au niveau de la santé aussi. Je parle sous le contrôle de Brigitte qui a reçu beaucoup de gens sur la santé cette année. Il y a beaucoup de problèmes de santé en Guadeloupe. Qu'est-ce que l'Ayurveda peut porter aux Guadeloupéens de ce point de vue-là? Justement, en rencontrant en entretien individuel et en groupe de parole également toutes ces personnes, donc c'était essentiellement des hommes en l'occurrence, donc je me suis rendu compte qu'il y a des situations alarmantes sur l'hygiène de vie, parce que dans la mesure où une personne vit en situation précaire, par exemple, donc l'hygiène de vie va vraiment être accessoire. Oui, c'est clair. Donc, certains d'entre eux ne faisaient qu'un repas par jour au mieux. Voilà. Ou donc il y avait une mauvaise éducation alimentaire qui pouvait mener à
à des maladies diabétiques. Est-ce que ça commence à changer en Guadeloupe? Il y a tout un travail pour faciliter l'accès à l'accompagnement pour ces publics-là et que ce soit dans une continuité. Donc c'est pas forcément évident. Et donc justement Guadeloupe Addiction qui accueille également des jeunes qui présentent une addiction fait un gros travail pour maintenir quand même la scolarisation. Oui. Voilà. Puisque ce sont des publics qui accusent de l'échec scolaire. Donc il peut y avoir des actes de vandalisme, des situations de décrochage qui ne permettent pas de maintenir la scolarité, quand bien même ces jeunes présentent vraiment des talents où ils peuvent exceller et s'il y a véritablement un accompagnement, aller jusqu'au bout d'un projet professionnel. Alors, en tant que psychologue et surtout en tant qu'auteur de cet ouvrage sur la UVDA, vous étiez invité à Prague à une conférence avec d'autres psychologues. Quelle était la thématique prévue pour cette conférence qui aura lieu quand même, mais peut-être pas en présentiel, mais en webinaire? Oui, effectivement, donc mon travail sur la prise en charge ayurvédique des addictions, donc chez 16 hommes, donc a été retenu pour une présentation. Donc ce sera le 20 juillet 2021. Oui. Donc c'est à Prague, c'est bien à Prague que ça se passe. Oui, c'est bien à Prague. Et il y avait des psys au niveau mondial? De partout dans le monde. Oui. Et donc là, les organisateurs ont préféré faire de ce congrès qu'il soit virtuel, oui, pour éviter tout risque de contamination. Alors, votre intervention portera sur la question des addictions. Hein. Oui, tout à fait. Chez les jeunes ou même chez tout le monde en général, comment ça va s'organiser? Alors, ma population d'hommes, donc de 16 hommes, comprenait autant des jeunes que des adultes. Voilà, donc la tranche d'âge s'étalait de 13 à 56 ans. Oui. Mais j'ai envie de vous poser la question quand même. Une conférence de ce type-là, il faudrait la faire en Guadeloupe aussi, puisque ça a intéressé le monde de l'autre pays, en Prague, à Tchécoslovaquie, mais en Guadeloupe, on a des problématiques de ce type-là. Est-ce que cette conférence-là, il ne faudrait pas un jour que vous la fassiez ici? Mais ce serait avec grand plaisir. Donc, c'est justement pour cela que je viens en parler sur le plateau, puisque c'est une recherche faite sur des Guadeloupéens. Donc il est tout à fait normal que les connaissances puissent aider à améliorer le système d'accompagnement. Oui. Et donc, avec l'ouvrage que vous avez sorti, que vous avez signé, que vous avez fait aussi, je vous dis, un minato, puisque vous êtes passé dans plein de librairies un peu partout en Guadeloupe pour signer cet ouvrage. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un Guadeloupéen qui suivrait ce qui est écrit dans cet ouvrage pourrait améliorer son quotidien du point de vue alimentaire, du point de vue de la santé et du point de vue de son mental? Parce que vous êtes psychologue, il ne faut pas l'oublier. Oui, à coup sûr, donc l'Ayurveda pourrait aider toute personne à maintenir son état de santé ou à soigner une pathologie, puisque elle repose sur l'alimentation, l'hygiène de vie, le développement personnel. Et les plantes médicinales, ça reste vraiment accessoire si l'alimentation ne fonctionne pas. Parce que en matière, pendant la pandémie, ça a été d'une certaine utilité aussi à cette période difficile pour les Guadeloupéens. Donc pendant toute cette période qui n'est pas finie. Qui n'est pas terminée. Donc j'ai eu beaucoup de demandes au niveau de l'association Institut Ayurvédique de la Guadeloupe pour accompagner psychologiquement des personnes,
pour qu'elles puissent adopter des stratégies efficaces et même en termes de développement personnel pour faire face à des situations difficiles. Oui, parce que on a souvent dit cette pandémie, le cloisonnement, le confinement, ça avait quelque peu perturbé beaucoup de gens. Oui, donc en l'occurrence avec les comportements addictifs, donc on a entendu parler d'une recrudescence des violences conjugales, ou même de l'isolement pour certaines personnes. Et donc il y a un rapport mondial de l'ONU sur les addictions et la lutte contre le crime qui a montré que les trafiquants de drogue se sont adaptés dans leur système de vente pendant la pandémie. Oui. Il y a un conseil que vous pouvez donner à des Guadeloupéens qui vous regardent en ce moment? Les personnes qui souffrent d'addiction sont des personnes qui ont les mêmes besoins de stabilité dans leur vie, mais aussi les besoins de pouvoir manger à leur faim, d'avoir un toit, donc de la sécurité. Donc, moi, ce que je peux encourager tout un chacun à faire, c'est de faire preuve de bienveillance, donc de repérer les signaux de détresse. Et donc le fait que dans ma population, j'ai des jeunes âgés de 13 ans, donc ça questionne quand même beaucoup cet entourage familial. Donc c'est ce que je peux encourager à vraiment mettre en exergue les valeurs de la famille et de bienveillance. Donc en conclusion, on peut dire que quand même que la médecine ayurvédique aide beaucoup le citoyen, aide beaucoup l'homme et au-delà, parce que je sais qu'en Inde en ce moment il y a un grand débat sur l'utilisation ou pas de la médecine ayurvédique. On en a parlé l'autre jour. Est-ce que on peut dire de façon on va dire certaine que c'est une méthode qui peut permettre une avancée au niveau de son comportement, au niveau de son alimentation surtout, ou de sa vie quotidienne? C'est la dernière question. J'en suis convaincue totalement, et bon, ce n'est pas seulement moi qui le dis, puisque c'est une science qui est millénaire, qui date de plus de 5000 ans. Et donc chaque personne peut expérimenter qu'en fonction de notre constitution, donc Vata, Vata donc essentiellement basé sur l'air, Pitta donc sur le feu et Kapha sur la terre, qu'il y a des aliments qui nous conviennent en fonction de cette constitution. Donc c'est une évidence que chacun peut expérimenter. Et voilà, donc l'Ayurveda s'impose à nous naturellement. Jordan, on va remonter la couverture de l'ouvrage et on va demander à Mina juste un petit mot. Cette conférence, vous la ferez le 27, c'est ça? 22 c'est le 20 juillet. Le 20 juillet. On pourra la suivre ou pas? Parce qu'elle sera en anglais, cette conférence, finalement. Oui. Vous allez you will speak only in English? Yes, yes. I do. I hope so. Okay. En tout cas, merci d'être venu dire ça. Et puis, c'est important que, en tant que psychologue guadeloupéenne, vous soyez invité à ce congrès international où il y a des sommités qui vont réfléchir sur le problème d'addiction et que j'espère que on organisera ici une conférence de ce type-là, en tout cas avec vous, pour permettre aux Guadeloupéens de profiter de votre maîtrise du sujet. Je profite de votre audience pour me tenir à disposition des personnes
qui auraient des questions lors des séances de dédicaces qui sont organisées le samedi 24 juillet 2021 de 9h à 17h donc, au coin presse de Carrefour d'Estreland. Oui. Et ensuite, le samedi 31 juillet 2021, de 9h à midi, donc à Sergent-le-Moule, à la boutique Ganesh et Lakshmi. Je suis sûr que Ganesh le moule, Brigitte qui font il en tout là, Brigitte. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr parce qu'en plus, ce sont des amis du côté de Ganesh Lakshmi, donc pourquoi pas. Bon, voilà. Mais ces deux femmes ont donné des rendez-vous, vous les avez notés. Il est 13h29. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec Richard Treff, l'inventeur de la Bellatrix. Vous savez, les belles lunettes que les gens portent, parce que si ta Brigitte sont Bellatrix, mais enfin, il y a des Bellatrix, il sera là. C'est Richard Treff. On prend la deuxième pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin du ZT, là tout à l'heure. Bon, là, il est déjà 13h36, on va recevoir successivement Richard Treff. Bonjour. Bonjour. Il est le créateur de Bellatrix. Qu'est-ce que c'est Bellatrix en deux mots? Bellatrix, c'est une société de fabrication. Non, c'est une société de fabrication de lunettes en Guadeloupe, made in Guadeloupe. On y revient dans un instant. Et puis aujourd'hui, on a Jean-Luc, comme d'habitude lundi, mais c'est particulier aujourd'hui. Oui, on va beaucoup parler de culture Congo, on va parler de prophétie aussi. Oui. Et on va parler d'un grand rassemblement. Ce livre qui est sorti l'année dernière, Le secret de Baby Doc, et l'actualité haïtienne aujourd'hui nous ramène à ce bouquin. Alors je précise que le titre, c'est Le secret de Baby Doc. Et le sous-titre Prédiction et prophétie sur la perle des Antilles. Oui, absolument. C'est pas un hasard. On y revient dans un instant. On part vers la mer. C'était la fête de la mer et des littoraux. Comme chaque année, ça a été repris cette année. C'est Olivier Moradel qui a fait le reportage qu'on regarde. Nous avons choisi de marquer cet événement en organisant un itinéraire pédestre au niveau du site de Babin. Donc nous sommes actuellement sur la plage de Babin. On s'apprête à prendre le départ. Donc on fera 2h30, 3h d'itinéraire pédestre pédagogique. Donc c'est une marche en fait sur le site de Babin et plus précisément sur la trace de la case au Lamentin qui est répertoriée sur les itinéraires de randonnée. Nous sommes une commune riche en biodiversité. Et nous constatons depuis quelques années qu'il y a une sorte d'érosion du littoral. Donc cette journée, en fait, pour nous, autour de la journée de la mer et du littoral, est importante pour nous puisque ça permet, en fait, à travers un parcours de la découverte de la case au Lamentin, de permettre à cette population de connaître la biodiversité marine et les richesses, mais aussi les menaces. Aujourd'hui, on va essayer de sensibiliser un peu la population à l'importance des littoraux, aux transitions qu'on peut trouver entre le littoral et l'intérieur des terres. Et justement, Morne-à-l'eau est un très bel exemple à prendre puisqu'il possède vraiment tous les éléments qui peuvent permettre un certain bon maintien de biodiversité. Par cet atelier, on va essayer de faire quelque chose d'assez ludique, instructif et de plaisant pour que, au moins après que cette sortie, profiter de cet événement pour que les gens aient pu apprendre des choses et plus informés sur ce qui se passe en Guadeloupe. Dès qu'il s'agit de la biodiversité, de la nature, des plantes, moi j'adhère toujours. Je voulais dire, on va recevoir monsieur Richard Treff, très connu maintenant, puisque d'après ce que je sais, Bellatrix Spike en sait quelque chose. Oui, tout à fait. Je suis président de ce festival de Cannes. Tout à fait. Il tenait Bellatrix, ça y est. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Donc on était très heureux de pouvoir lui faire une paire de lunettes justement dédiées à ce qu'il aime. Oui. Et là, voilà quoi. On va dire que c'est la concrétisation de plusieurs années de travail. Alors, quand on voit un petit peu, Richard, votre parcours, vous avez grandi à Mortonol, on dit c'est un quartier très, très dur, très difficile. Il y a un petit film d'ailleurs sur Mortonol qui est sorti l'année dernière qui le prouve. Rien ne laissait indiquer que vous seriez aujourd'hui lunetier international. Ah non, pas du tout. Surtout que moi, je suis un autodidacte dans le métier, donc j'ai fait aucune étude dedans. Ouais. C'est vraiment, on va dire, une curiosité de vouloir changer de métier, puisque dans ce temps, je travaillais dans un fast-food et j'avais des amis qui travaillaient dans un magasin d'optique et qui s'habillaient en chemise pantalon. Et moi, en ce temps-là, je voulais m'acheter une voiture neuve. Ouais. Donc j'ai dit, je ne veux pas m'acheter ma voiture et rentrer en sentant la frite en hamburger. Donc du coup, j'ai demandé à ses amis justement ce qui avait une place, ce que je pouvais postuler. Oui. Ils m'ont dit pourquoi pas. Donc j'ai postulé et on va dire que j'ai eu la chance on m'a contacté pour pouvoir justement faire une période d'essai que j'ai aimé et selon aussi mes compétences, on a vu que j'étais
j'étais aussi déterminé. Donc c'est là, on va dire, que j'ai commencé à connaître ce métier. Et après, 2 ans après, j'ai changé d'entreprise, exactement, puisque je voulais faire quelque chose de beaucoup plus manuel. Et là, c'est dans l'autre magasin où j'étais, là, c'est là où j'ai vraiment fait mes armes. Donc, j'ai fait le CAP monteur lunetier que j'ai passé en distanciel, puisque je travaillais, donc je ne voulais pas m'absenter pour aller en France. Donc, l'examen se passait à Besançon, donc je l'ai réussi. Ensuite, j'ai fait le CAP monteur lunetier qui, normalement, se passe en 2 ans. Ouais. Je l'ai fait en 4 jours, donc cours intensif en France, donc voilà, ça s'est bien passé. Et après, on va dire que là où il était le déclic de la création de cette entreprise, c'est que j'ai fait une formation chez les meilleurs ouvriers de France, à Morée, où c'est là où j'ai vraiment connu le b.a.-ba du métier, les bases, et on va dire que j'ai eu un coup de foudre du métier, puisque je me suis rendu compte qu'on achète beaucoup de montures en Guadeloupe, mais pourquoi pas créer ses propres montures. Et quand je suis revenu en Guadeloupe, je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir attirer les gens sur ce que je fais. Donc j'ai commencé avec des montures en madras, donc madras très coloré. Donc c'est ça qui a commencé à plaire. Tout le monde a commencé à se dire mais tiens, il y a un petit jeune là qui fait quelque chose d'assez sympa. Et on va dire au fil du temps, je me suis spécialisé vraiment dans tout ce qui est matière naturelle, puisqu'en Guadeloupe on a une biodiversité énorme de produits naturels. Donc je me suis dit pourquoi pas intégrer justement ces lunettes, et que chaque lunette qui sont vendues viennent de la Guadeloupe. Alors, il faut dire quand même, au cours de ce parcours, c'est d'abord votre ténacité qui a fait que vous êtes arrivé là où vous êtes. Tout à fait, c'est bien ça. Bellatrix déjà veut dire ténacité en latin. Oui, justement. Et donc, ces matières naturelles, alors, on en parle depuis quelque temps, les sargasses sont revenus. Oui, tout à fait. Alors, vous avez fait des montures avec les sargasses. Expliquez-nous un peu, en gros, sans entrer dans le secret de la production, comment ça s'est fait. On va dire que déjà, ce projet, c'est la réunion de 2 passionnés. C'est un scientifique et un créateur designer. Et étant donné que le docteur Joseph, avec les laboratoires Phytobocase, ça manie vraiment tout ce qui est molécules et matières des plantes. Donc du coup, on s'est attaqué sur ce problème de sargasse en se disant qu'est-ce qu'on allait faire pour pouvoir justement essayer de rentrer ces sargasses justement dans les lunettes. Donc grâce à son savoir-faire, donc il a réussi à déshydrater la matière et la stabiliser, donc qui fait qu'elle ne pourrit pas. On voulait aller beaucoup plus loin que garder la structure de la sargasse, donc le côté brune. Donc on a intégré l'indigo, donc l'indigo qui est fabriqué aussi en Guadeloupe. C'est une vieille fabrication guadeloupéenne. Exactement. Il faut savoir la colonisation. Tout à fait. Il faut savoir qu'on a le plus bel indigo de la planète, puisqu'on a en termes de pourcentage plus de 80% d'indigotine. Donc ça veut dire que l'indigo il est pur et il est aussi cultivé de façon phytosymbiotique, c'est-à-dire sans pesticides, sans engrais, donc vraiment matière naturelle. Et on a réussi à intégrer l'indigo dans la sargasse pour qu'on appelle or bleu, et ce qui lui donne aussi justement cette beauté d'or bleu. Alors, il n'y a pas que l'indigo, il y a aussi... Alors, il y a de l'indigo. L'arbre à pain. Il y a l'écorce de fruits à pain. Oui, donc, pareil, l'écorce de fruits à pain, donc sa version naturelle. Et ensuite, sa version... on a intégré l'indigo aussi dedans. Donc, ce qui fait qu'on a ce panel de couleurs de bleu-vert. On a la fibre de coco aussi, qu'on connaît très bien. Aussi. Et justement, on va dire le produit qui paie énormément, c'est le sable, parce qu'en Guadeloupe, on a plusieurs plages avec différentes couleurs de sable. Donc on a intégré. Et aussi cette sargasse qui a été colorée au noni, qu'on appelle aussi corosolachien. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment le génie guadeloupéen, ça. Bon, on va dire qu'on fait va le dire comme ça, mais non, là on vient bon, c'est le génie guadeloupéen. Mais alors ça veut dire aussi que Bellatrix est devenu une monture internationale aussi. Oui, on fait de l'international, puisque bien sûr on a à l'heure actuelle nous avons 37 magasins qui vendent nos produits dans le monde. Donc entre les États-Unis, tout le bassin caribéen, la France, l'Afrique. Donc on va dire que oui, nous sommes devenus internationaux. Et la machine tourne bien? La machine tourne bien, oui. C'est vrai que on va dire qu'on commence à regarder un peu pour pouvoir s'agrandir un peu plus, parce que c'est vrai que la demande est énorme. Et surtout que ce qui plaît beaucoup aux gens, c'est que nous intégrons vraiment le terroir guadeloupéen dans nos lunettes. Et comme je le dis souvent, quand je vends une paire de lunettes, c'est la Guadeloupe que je fais, que je vends aussi.
Oui, et donc il y a des productions à venir dans d'autres matières privilégiées. Oui, il y a beaucoup de choses. Je garde pour l'instant, j'imagine. Mais les gens seront très très étonnés de ce que nous avons en Guadeloupe. Ouais. Et la gamme, combien de types de montures déjà vous avez dans la gamme Bellatrix? Alors Bellatrix, on a 5 catégories, on a 5 gammes de catégories. Donc on parle de tout ce qui est tissu, textile, matras, wax. Ensuite nous avons l'assemblage de 2 couleurs différentes. Donc on peut assembler 2 wax sur une même face. Ensuite nous avons la version naturelle. Donc c'est qu'une couleur de matière naturelle dans une monture. Ensuite on a la version déclinée en coupé décalé que j'appelle, puisque on peut associer plusieurs types de couleurs, et puis la collection Phytobocase. En tout cas, dernier mot, les lunettes sont faites sous mesure aussi? Les lunettes sont faites sous mesure et elles sont toutes faites à la main. À la main. À la main. Bravo. Jean-Luc Pigeon-Touveille. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est touché par la main de l'homme, parce que c'est ce qui a toute l'énergie et toute la valeur. Un pain qui a été pétri par les mains de l'homme, ce n'est pas la même saveur que le pain industriel qui a été roulé par la machine. C'est pareil pour les lunettes. Et c'est précieux, Pardon, on a averti. Alors, Jean-Luc, aujourd'hui, j'ai dit que c'était un petit peu particulier. 13h46, il faut 14 minutes qu'on nous dit tout ça, il n'y a dit, parce que malheureusement, on a le président de la République française qui doit intervenir à 14h en direct. Donc, il faut nous finir ça. Tu as un invité, il faut le présenter. Alors, je me permets de présenter, alors très rapidement, puisque le temps imparti est court, Monsieur Guillaume Titiana, qui a sorti un ouvrage que je trouve très intéressant. En fait, pour moi, ceci devrait intéresser les metteurs en scène. Et c'est un livre très intéressant qui s'intitule « Le procès du colonialisme ». Et c'est un ouvrage qui, sous forme, qui prend tout le décorum d'un procès et qui est support à communiquer énormément de citations et de références intéressantes concernant la période esclavagiste, mais pas uniquement. Cela montre une certaine continuité, et l'interrogation profonde, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais le procès oppose 2 personnes. Donc l'accusateur, c'est visage brûlé, et l'accusé, c'est visage pâle. Et après, bon, je laisse à tous les lecteurs. Alors c'est un ouvrage qui sort aujourd'hui, mais je laisse M. Titiana se présenter lui-même, et vous allez apprendre qui il est. Oui. Comment vous avez écrit cet ouvrage, M. Titiana? Bon, c'est-à-dire que l'ouvrage s'inscrit dans la continuité de l'œuvre d'Aimé Césaire, que j'ai rencontré à la Martinique, et de Frantz Fanon, son disciple. Donc, il fallait un tel ouvrage pour rendre justice aux déportés africains réduits en esclavage dans les Amériques. Donc, pour cela, il fallait plus de 30 ans de recherche, parce qu'à la base, je suis chercheur indépendant, je suis spécialiste de la Bible, je suis égyptologue et historien. Donc, pour comprendre l'enjeu du colonialisme, il fallait que son procès que son procès soit ait lieu. Voilà, il fallait que son procès ait lieu. Donc, et pour que son procès ait lieu, il fallait qu'il soit condamné. Oui, bien sûr. Donc, c'est l'histoire qui condamne le colonialisme. C'est l'histoire le condamne pour crime contre l'humanité, pour crime contre la vérité, pour crime contre l'histoire et pour crime contre la science. Donc, je suis un disciple de Cheikh Anta Diop. Donc, j'étais aux côtés du professeur Théophile Obenga à Paris, du professeur Jean-Charles Covy-Gomez et du professeur Bilolo. J'ai travaillé plus de 20 ans avec le professeur Jean-Charles Covy-Gomez au sein de l'Institut d'égyptologie des civilisations africaines Cheikh Anta Diop, où nous avons formé Jean-Philippe Omotunde, que tout le monde connaît ici. Donc voilà, il vient faire sa rubrique avec Harold et le jeudi. Donc je suis aussi auteur de pas mal d'ouvrages, dont un ouvrage retentissant, Tcham et ses fils des Noirs bénis des dieux. Je suis l'auteur. J'ai écrit... édition Nestor. J'ai écrit également Jésus de Nazareth, un initié de la matocratie égyptienne. Et j'ai collaboré
énormément avec d'autres chercheurs, notamment Richard Saint-Silly. Nous avons écrit ensemble propos d'un nègre marron. Et j'ai aussi collaboré dans l'ouvrage de Marlène Daromé sous Chabert. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire que, je vous le dis tout de suite, là, qu'il faudra que vous reveniez pour nous parler de ça plus en détail, hein, parce que là, on fait un petit focus rapide, en quelques mots, mais il faudra, dans une émission, qu'on consacre à ces ouvrages-là, et qu'on que nous décatillions vraiment pour pouvoir entrer en profondeur dans ce que vous avez écrit. Vous êtes d'accord sur le principe de revenir ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que le temps qui nous est imparti m'oblige à aller à l'essentiel. C'est ça. Donc, je ne voudrais pas non plus déborder sous la rubrique de Jean-Luc. Non, mais il le sait. On a prévu de vous faire venir, mais vous reviendrez, je vous le dis, absolument, pour pouvoir parler d'ailleurs, le voir sur le colonialisme que je n'ai pas encore lu et que je lirai, inutile de vous dire qu'on fera plus que 2 minutes sur la question. Jean-Luc, deuxième part, rapidement, il faut qu'on dise que la famille Dendélé, ils ont fait leur focus familial, on peut dire comme ça. Le 24 et le 25, pardon, donc dans 15 jours, il y aura le grand rassemblement de la famille Dendélé, mais c'est un rassemblement familial. Mais il faut penser la famille, parents et alliés. Ça veut dire que c'est ouvert à tous ceux que la question de la tradition Congo et des descendants de Congo intéresse. Et donc la manifestation est ouverte aussi à ceux qui ne sont pas Dendélé, et c'est vraiment dans une dimension culturelle et spirituelle. Mais je pense que demain, on fera un petit focus avec Bernard pour en parler. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on revienne absolument sur cet ouvrage qui est paru l'année dernière, puisqu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a moins d'une semaine, le président Jovenel Moïse a été assassiné. Et curieusement, quand j'ai lu ce livre, je me disais, bon, Jean-Luc, il a dit ça, mais... Et puis finalement, ça s'est révélé. Oui, j'avais dit qu'il y avait des chances qu'il ne termine pas son mandat et qu'il se fasse assassiner. Ça, c'était le 22 mai de l'année dernière. Et c'est vrai que la question des prophéties laisse des convaincus et des sceptiques, beaucoup de sceptiques. Et c'est vrai que depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a beaucoup de personnes qui me contactent en me disant « j'ai relu 3 fois l'ouvrage », voilà, parce que ça fait réfléchir. Mais je vous ai préparé un petit focus pour faire un petit retour. On va le regarder. On va le regarder tout de suite. Jordan, on démarre. On regarde. Alors, l'attentat contre Jovenel Moïse, quand les prophéties continuent de s'accomplir, parce qu'en fait, il s'agit de cela, de prophéties qui ont été faites à Jean-Claude Duvalier, et je vais retracer un peu le contexte. Donc, l'année 1985 a été une année terrible pour le régime duvalieriste, puisque la tension ne se calmait pas dans tout le pays. Et donc, au début de l'année 1986, il se demande que faire pour garder le pouvoir. Et donc, il y a une réunion secrète qui a lieu au Palais National, et l'ouvrage Le secret de Bébé Doc, Prédictions et prophéties sur la période des Antilles, fait état et fait pénétrer le lecteur dans l'univers de cette réunion secrète qui a eu lieu avec 8 grands initiés vaudous et qui ont fait un certain nombre de prophéties au président à vie, Jean-Claude Duvalier, même s'il est mort, il a fini par mourir, mais c'était son statut de président à vie. Alors, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Il faut savoir qu'il avait rencontré toutes les forces vives du pays, donc le pouvoir économique, l'Église catholique. Il avait rencontré aussi les responsables de l'Église protestante. Et voilà qu'on lui dit, mais la culture du pays, c'est le vaudou, et vous ne rencontrez pas les initiés vaudous. Non, il ne faut pas faire ça, ça sera une faute politique. Donc, voilà Jean-Claude Duvalier qui est président du 21 avril 71 au 6 février 86, qui est catholique non pratiquant, qui considère que toutes ces histoires de vaudou, c'est de la superstition, et qui va se retrouver à consulter avec le secret espoir de savoir que faire pour conserver le pouvoir, puisque c'est la question qu'il a posée à toutes les forces vives du pays. Mais contre toute attente, ils vont lui dire que non seulement il ne peut pas se maintenir, mais qu'ils vont lui faire un certain nombre de prophéties. Et ces prophéties courent jusqu'à 2036, où on va lui dévoiler quel va être le destin du pays.
Et puis, ils vont lui expliquer aussi les fautes qu'il a organisées. Alors, qu'il a faites. Alors, voilà ici Théo Duval, qui était l'ambassadeur d'Haïti en Hollande et qui est un proche de Jean-Claude Duvalier. C'est une des rares photos, où vous pouvez le voir. Et c'est lui qui va être l'initiateur de cette rencontre et qui va finir par convaincre Duvalier de donner son accord pour qu'ait lieu la réunion. Mais lui, il emmenait des Européens chaque année découvrir les réalités d'Haïti. En fait, on nous dit qu'il était qu'à venir démêler les affaires. Vous voyez que Duvalier est très jeune, il a 19 ans, regardez. Et tous les conseillers, ce sont des adultes, des gens qui sont légèrement moins âgés que son père. Donc, en fait, il a été... il ne pouvait pas normalement gouverner. Mais Papa Doc, quand il quitte le pouvoir, quand il s'aperçoit qu'il va mourir, il cherche un successeur. Et il a fait une liste de ministres, et parmi eux, il va choisir qui va lui succéder. Et il choisit un monsieur qui vient le supplier à genoux d'enlever son nom de la liste. Il ne veut pas être successeur de Papa Doc. Alors il va penser à sa fille aînée. La fille aînée ne voudra pas, et donc ils vont se rabattre sur Jean-Claude Duvalier. Et donc, pour cela, ils vont faire passer une loi pour faire en sorte que rabaisser l'âge de la majorité citoyenne. Et donc, comme ça, lui, à 19 ans, il pourra régner. Et comme Haïti va se rapprocher du gouvernement français, donc sous Giscard d'Estaing va s'inspirer de cela. Il va mettre après, il va faire passer une loi pour la majorité à 18 ans en France. Voilà ici M. Max Beauvoir, feu Max Beauvoir, qui était latinational, c'est-à-dire le chef suprême du vaudou. Il est décédé en 2015. C'était un biochimiste et un ingénieur chimiste et qui était membre de la délégation du 16 janvier 1986 qui rencontre le président Duvalier. Et c'est un monsieur qui a beaucoup compté, qui a beaucoup œuvré à la reconnaissance du vaudou, non seulement comme spiritualité, mais aussi comme domaine de science. Alors, parlons de quelques prophéties. Quelles sont les prophéties qui ont été faites à Duvalier? J'en ai pioché quelques-unes, le reste, vous allez découvrir dans l'ouvrage. Alors, c'est le mariage de la discorde le 27 mai 1980, quand Jean-Claude Duvalier épouse Michel Bennett, son amour de jeunesse. Et il y a un vieux qui s'appelle Marcel Etienne qui dit que si le président s'entête à célébrer ce mariage, il mourra en Haïti 57 ans après 1957. C'est bien pour commencer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le vieux Marcel Etienne avait déjà annoncé qui allait gouverner après Duvalier. Et on s'aperçoit que le 4 octobre 2014, Jean-Claude Duvalier décède à l'âge de 63 ans, soit 57 ans après 1957. Ça commence bien. Et puis, pendant cette réunion, ils vont lui dire que les morts reviendront au pouvoir du fait des erreurs qu'il a commises. Et ils lui diront ceci, des morts viendront parce que vous allez bouleverser les tombes des fondateurs de l'indépendance, des morts parce que des portes de l'invisible sont désormais ouvertes, et maintenant ce sont les morts qui vont diriger ce pays. Plusieurs anciens présidents d'Haïti, morts depuis longtemps, vont revenir au pouvoir. Et ils lui disent, après vous, voilà que s'avance déjà Henri Christophe pour vous remplacer. Donc, l'interrogation, c'est qu'est-ce qu'un homme? Henri Christophe, c'est le premier président de la République d'Haïti. Il sera ensuite sacré empereur sous le nom d'Henri Ier. Et on dit que juste après le départ de Duvalier, il reviendra du Nord. Il dirigera le pays pendant 2 nouvelles années. Eh bien, le général Nanfi, c'est lui qui prend le pouvoir après Duvalier. Et c'est le président par intérim de la République d'Haïti du 6 février 86 au 7 février 87. Et vous voyez que son nom d'état civil, c'est Henri Christophe Nanfi. Voilà. Incroyable. Donc, comme annoncé, eh bien, les choses s'accomplissent. Après lui, ils disent qu'il y aura Boiron-Canal. C'est le président de la République et on dit qu'il reviendra cette fois sous les traits d'une femme, qu'il viendra de ses trous. Alors, eux, ils parlent de notre langue, donc il a dit « il sortent dans tout yo ». Mais lui, Duvalier, il n'a rien compris. Oui. Eh bien, vous regardez qui est ce Pierre Théoma Boiron-Canal qui revient au pouvoir. Vous allez le voir, vous allez le découvrir tout à l'heure quand l'image va changer. Eh bien voilà, Erta Pascal Trouillot, qui sort dans Touillot, vous voyez. Et c'est une juriste, c'est la première femme avocate d'Haïti, elle prend ses fonctions en 1971, et c'est la première femme à siéger à la Cour de cassation, juste après le départ de Duvalier en 1986. Et là, elle est loin de se douter qu'un jour, elle sera présidente par intérim de 90 au 7 février 91.
Parlons encore d'une parmi tant d'autres. Saint-Fort, l'instant de Pradim. Secrétaire général au ministère de la Justice et de l'Instruction publique, chargé des affaires d'Haïti à Londres et à Paris. Ici, c'est une peinture d'un célèbre peintre. Hein. Il arrivera en 2011 sous les traits d'un danseur de carnaval. Alors là, ça fait réfléchir. Parce qu'en 2011, effectivement, Michel-Joseph Martelly, président de la République, il prend le pouvoir en 2011 et il s'en va en 2016. Mais qui est Michel Martelly? Eh bien, c'est l'arrière-petit-fils de Saint-Fort, l'instant de Pradine. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit après lui? Eh bien, on dit qu'après lui viendra un descendant de l'ouverture. Le neveu Moïse Louverture viendra au pouvoir. Hein? Le neveu de Toussaint Louverture, lui, malheureusement, sera exécuté sous les ordres de son oncle. Hein? Ici, vous avez un portrait de Toussaint Louverture. Et vous voyez que Moïse Louverture amène à Jovenel Moïse, qui a gouverné jusqu'à la semaine dernière, 7 juillet, où il a été assassiné. Et on prétend que son mentor, hein, la presse haïtienne, suspecte Michel Martelly d'avoir été dans la confidence de l'attentat qui a provoqué la mort de Jovenel Moïse. Et par contre, on attend le président de la Renaissance qui arrivera en 2036 parce qu'ils disent que celui qui viendra sous le nom de Louis-Étienne Félicité Lysius Salomon, donc Félicité Salomon jeune, c'est celui qui ramènera la prospérité. Parce qu'à l'époque où il a gouverné Haïti, entre 1879 et 1888, la gourde haïtienne valait $50 américains et on dit que les richesses du pays remonteront à la surface et qu'Haïti sera riche et prospère à tout jamais. Voilà. Merci Jean-Luc. La suite, c'est dans ça. Si vous n'avez pas encore. Le secret de Bibi Doc. Toutes les prédictions dont on a parlé là sont dans ce livre-là et il faut l'avoir lu. Sinon, rapidement, je rappelle qu'on a reçu Catherine Concon en direct de la France, c'est la sénatrice martiniquaise avec elle on a fait le point sur son nouveau parti qui s'appelle Ensemble. Brigitte Zabaré, l'artiste, était aussi avec nous tout à l'heure. Mika Yann Kamala, qui est psychologue, nous a annoncé une conférence internationale qui se fera sur les addictions. Et puis on a reçu Richard Trèfle, l'inventeur de Bellatrix, ces lunettes faites avec toute la biodiversité guadeloupéenne et bien sûr aussi cet ouvrage sur le colonialisme, le procès du colonialisme avec Guillaume, sur lequel nous reviendrons, ça c'est promis. Il est 14h02. Jordan nous essaye Kembe, timing là, on l'a fait comme on a pu et on vous remercie d'être avec nous. Tous les jours, on se retrouve demain à partir de 12h30. On aura aussi Bernard Dandélé demain en direct dans cette édition. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain, à dans notre soleil. Merci d'être avec nous.